Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Christine, ravie de t'accueillir sur Un pour tous, tous coachés. Je suis vraiment ravie de pouvoir enregistrer aujourd'hui avec toi. Alors on est sur Zoom et du coup on fera le montage audio comme d'habitude sur les différents podcasts. Juste avant de te laisser la parole, je vais juste expliquer depuis quand on se connaît. Finalement, c'est assez récent. Ça fait que quelques mois qu'on a échangé pour la première fois. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler d'un sujet qui tient vraiment à cœur et qu'on a choisi ensemble, toutes les deux, au préalable, qui est justement la formation que tu animes, le PSSM, qui Ouais, signifie Premier Secours en Santé Mentale. Et on se connaît par l'intermédiaire d'Hervé, avec qui j'ai travaillé chez Besson à l'époque. Donc, petit coucou à Hervé si tu écoutes cet enregistrement. On a échangé pour diverses raisons. Et puis finalement, on s'est dit qu'on avait des points en commun. Et je te propose aujourd'hui de prendre la parole sur ce thème-là. Peut-être en quelques mots, nous dire d'où tu viens, ton parcours. Juste avant de commencer l'enregistrement, on disait que ton fil rouge, c'était les compétences, l'être humain. Et que c'était un peu ton thème sur toutes ces années. Bienvenue et je te laisse la parole. merci Cécile. Bienvenue à tous ceux qui vont nous écouter aussi. Merci à toi, Cécile, de me donner ce temps de parole. Alors, qui je suis, d'où vient, dans quelle étagère, j'ai envie de dire. Tu as raison, en fait, au cœur, enfin, mon fil rouge, je dirais, en termes de parcours, c'est vraiment le développement des compétences, puisqu'en fait, alors j'ai fait une faculté de sociologie, mais après, j'ai très vite bifurqué, en fait, vers une spécialisation en ressources humaines qui m'a permis d'intégrer un grand groupe. Alors, je crois qu'on peut donner le nom des entreprises. Voilà, donc j'ai intégré le groupe Adecco bon, j'ai occupé différents postes et les dernières missions que j'ai eues, j'étais responsable de la formation des intérimaires et j'avais également le pilotage de la mission handicap et compétences. Donc voilà, donc je dirais que j'ai fait mon entrée dans les ressources humaines par le biais justement de la formation, donc du développement des compétences. Et puis déjà, tu vois, avec le lien autour du handicap et dont le handicap psychique vers lequel je suis revenue là avec PSSM. Mais voilà, donc en fait, moi j'ai évolué dans différentes structures. Je suis restée très longtemps en fait chez Adecco, comme souvent, je pense, quand on fait un premier emploi après ces années d'études. Je suis restée plus de 15 ans en fait chez Adecco. J'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment une entreprise qui m'a fait beaucoup grandir. Ça m'a permis aussi, c'est le propre, je pense, du travail temporaire, puisqu'à l'époque, quand moi j'y suis rentrée, ils ne faisaient que du travail temporaire, ce qui a changé par la suite. Mais en tous les cas, ce qui était vraiment hyper intéressant, c'est que je pouvais être en rendez-vous le matin, comme je pilotais la formation intérimaire, je pouvais aussi bien être en rendez-vous le matin chez FH, par exemple, donc dans le milieu du BTP. Et puis l'après-midi, j'étais à la caisse d'épargne, tu vois, dans le secteur bancaire. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment permis de rencontrer plein de milieux professionnels, de découvrir plein de métiers et du coup de réfléchir aussi à plein de contenus de formation pour créer les compétences dont avaient besoin en fait nos clients à l'époque, en y intégrant aussi la thématique du handicap, puisque Adecco a été quand même un acteur majeur aussi sur l'employabilité des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Donc voilà, j'ai beaucoup milité sur le sujet, j'ai fait plein de conférences, j'ai accompagné plein de clients aussi sur leur obligation d'emploi. Voilà, et puis un jour, parce que la vie de l'entreprise, c'est la vie de l'entreprise, il y a eu un plan de sauvegarde de l'emploi qui s'est mis en place et les missions support ont été du coup concernées. J'ai quitté Adecco. Ça a été un choix. Je n'ai pas été contrainte au départ, même si j'étais touchée par le plan, ça a été un vrai choix. Tu sais, c'est ces moments en fait où on est assis sur une branche et on se dit, bon, ça fait 15 ans que je suis là, qu'est-ce que je fais?
je saute ou je saute pas, donc avec quand même une prise de risque, hein, parce que voilà, j'aimais cette entreprise et j'aime toujours cette entreprise. J'y suis attachée parce que j'y ai fait mes armes. Mais voilà, donc, moi j'ai fait le choix de sauter et de partir vers une formation. Donc, j'ai fait un master 2 en stratégie d'entreprise qui m'a aussi appris plein de trucs parce que, voilà, comme je l'ai dit, hein, je venais de la sociologie puis des RH. Et à l'inverse d'Herbie qui nous a mis en commun, moi, j'avais pas du tout des compétences, on va dire, sur la partie gestion, finance. C'était voire même ma bête noire. Et du coup, je me suis dit, si je veux comprendre aussi l'entreprise, me comprendre ce qui se passe, il faut aussi que je puisse m'intéresser au compte de l'entreprise et comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce master qui m'a appris plein de trucs. Néanmoins, je suis quand même restée à l'issue de ce master dans le milieu de la formation. J'ai fait du développement commercial pour justement l'organisme de formation où j'ai fait mon master 2. Et puis après, j'ai intégré l'INFIP. L'INFIP, c'est un organisme de formation spécialisé en santé mentale qui a été créé il y a plus d'une quarantaine d'années maintenant par des infirmiers psy. Donc, il y avait une vraie couleur, je dirais, à la base en lien avec la psychiatrie et qui progressivement, en fait, s'est ouvert sur le champ de la santé mentale. Donc, aujourd'hui, ils interviennent sur toutes les thématiques de la santé mentale. Et puis, surtout, ils ont été l'organisme qui a fait venir PSSM en France. Donc, on en arrive comme ça à PSSM. Donc, c'est eux qui ont fait venir PSSM en France. PSSM vient de l'Australie. C'est un programme qui a maintenant plus de 20 ans d'années d'existence, qui est arrivé en France en 2018 avec l'INFIP, qui s'est associé du coup pour le faire venir à la Santé mentale France et puis à l'UNAFAM, qui est la grosse union des familles en fait. Voilà, donc à eux trois, ils ont porté le projet, le fait de faire venir PSSM en France, c'est ce qui s'est fait. Il a fallu traduire puisque tout est arrivé en anglais. Et depuis 2018-2019, en fait, voilà, les parcours sont en place, ils sont dispensés un petit peu partout en France. Donc voilà, moi j'ai suivi cette arrivée quand je travaillais à l'INFIP. L'INFIP étant une coopérative, moi j'avais la chance d'être présidente du conseil d'administration. Donc ça aussi, c'était passionnant d'être à la tête d'un conseil d'administration, d'être dans la prise de décision de la stratégie d'une structure. Donc ça résonnait aussi avec mon master 2 que j'avais fait. Et puis autrement, je développais l'activité économique de cette structure. Et puis un jour, j'ai souhaité partir parce que j'avais envie, comment dire, je crois que j'avais un petit peu fait tous les métiers de la formation, donc acheté de la formation, vendu de la formation, conçu de la formation, et j'avais très envie en fait d'être de l'autre côté et d'être en fait formatrice. Donc ça, c'était quelque chose qui était dans ma tête, mais que j'avais un petit peu de mal à formaliser. Et puis, je crois que ouais, j'arrivais à un âge où je me posais aussi un petit peu des questions sur l'accompagnement que je pouvais faire aux personnes que je rencontrais quand on travaille dans le milieu de la santé mentale. On rencontre des gens passionnants. Mes clients, hein, c'était les établissements hospitaliers de France ou les structures socio-éducatives. Donc, on rencontre des gens passionnés, passionnants, mais on rencontre aussi beaucoup de détresse, beaucoup de mal-être aussi. Je pense que je peux utiliser le mot. Le stress est très présent, les burn-out sont aussi présents. Enfin voilà, et puis avec tout ce qui vient de se passer ces derniers temps, c'est un milieu qui souffre énormément et du coup, on est en résonance en fait avec eux et à l'INFIP, j'avais croisé des sophrologues avec qui j'avais discuté et pour moi, ça a été comme une évidence en fait qu'en quittant l'INFIP, je souhaitais aller vers de l'accompagnement, mais plus direct de la personne, pas uniquement de l'accompagnement dans le développement des compétences, mais un accompagnement peut-être plus complet, l'accompagnement de l'individu. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai fait le choix de me former à la sophrologie pour être sophrologue. Donc, je suis diplômée depuis pas très, très longtemps. Mais en tous les cas, voilà, ça a changé aussi ma vie, la façon de voir les choses, la façon d'appréhender aussi l'autre. Et du coup, avec cette formation aussi de sophrologue, mon projet de faire de la formation, puisque je suis maintenant aussi formatrice, j'ai repris contact avec l'INFIP. Je me suis formée à PSSM et aujourd'hui, je dispense le module, en plus des autres actions de formation que je peux porter plus en lien avec la sophro. Donc, tout ce qui est en lien avec la gestion du stress, comprendre ses émotions, enfin voilà, ce genre de thématiques, développer sa concentration sur lesquelles le sophrologue a vraiment des choses à apporter en fait aux salariés en entreprise.
Voilà, j'espère que je n'ai pas Super. été trop longue sur mon Non, parcours. mais ton parcours est riche aussi. Enfin, tu nous as super bien expliqué toutes les passerelles, comment tu es venue, en fait, finalement, comment tu es passée du côté de la formation à devenir formatrice avec tes passerelles et la formation, du coup, en sophro aussi, qui est assez Mm, complémentaire, si j'ai bien mm, compris, hein, comme tu nous le oui. présentes, de PSSM. On a indiqué ce que signifiaient les 4 lettres, que ça vient d'Australie, que ça a été traduit et que justement, tu as fait partie aussi des premières à pouvoir justement en voir les bienfaits. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En quoi ça consiste? Quels sont les bienfaits selon toi? Alors, PSSM, en fait, donc premier secours en santé mentale. Donc, on dit les PSSM, hein, les premiers secours en santé mentale. En fait, pour schématiser, c'est le pendant des premiers secours physiques. Hein, le SST, en fait, là, c'est la même chose, mais sur la partie santé mentale. Donc, en fait, en 2 jours, on va permettre à tout individu, puisque cette formation, et j'insiste là-dessus, c'est une formation qu'on dit citoyenne. C'est-à-dire qu'elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis spécifiques pour pouvoir suivre ces 2 jours de formation qui permettent, à l'issue des 2 journées de formation, d'obtenir son attestation de secouriste en santé mentale. Donc, du coup, voilà, ouvert à tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 jours? En fait, la philosophie de ce programme, elle est multiple, mais en tous les cas, il y a une grosse volonté de déstigmatiser le handicap psychique et les troubles du coup psychiques. Donc, il y a une partie connaissance, c'est-à-dire sans faire des personnes qui vont suivre cette formation, des psychologues ou voilà, ni des soignants d'ailleurs, hein, puisque c'est pas une formation qui permet d'être soignant, c'est bien une formation de secouriste. En tous les cas, on apporte en fait une meilleure connaissance de 4 grands troubles, on va dire les 4 principaux que l'on peut rencontrer au quotidien. Pas pour que la personne soit donc, comme je l'ai dit, un soignant, mais plutôt pour qu'elle puisse comprendre, parce qu'on part du principe que quand on comprend, on arrive à identifier et du coup, on est dans l'autre axe de philosophie de PSSM qui est de dire, plus on sera nombreux à être formés au premier secours, plus on pourra être vigilants les uns vis-à-vis des autres et plus on pourra intervenir tôt sur la détérioration, on va dire, de la santé psychique des personnes. Voilà. Donc, déstigmatiser, intervenir tôt pour qu'en fait les troubles ne s'installent pas chez la personne et qu'elle ne se dégrade pas. Et dans cette formation durant les 2 jours, donc on a des notions de connaissances sur ce qu'est la dépression, mais également les troubles psychotiques, les troubles liés à l'utilisation des substances et puis les troubles anxieux. Et on va voir les situations de crise ou les situations où il n'y a pas crise. Et ce que je trouve magique en fait dans ces 2 jours de programme, c'est qu'il y a un vrai plan d'action en fait qui a été posé. Comme on a un plan d'action dans les SST, il y a un plan d'action dans la santé mentale, alors qui s'appelle aérer. Donc moi j'adore en plus le terme. Enfin, quand je l'ai vu, j'ai dit mais c'est pour une sophrologue, enfin aussi faire une formation sur les premiers secours en santé mentale qui s'appelle aérer, mais je baignais dans mon jus en fait. Je me suis dit, je sais pas, ça a été pensé peut-être pour moi à un moment donné. J'ai trouvé ça super. Donc voilà, donc en fait, ce plan d'action, pendant les 2 jours, on va permettre aux personnes de pouvoir l'expérimenter à travers des situations concrètes. Et c'est aussi ce qui est hyper intéressant dans cette formation, c'est que c'est vraiment une formation action. Ce n'est pas une formation descendante. Alors, bien sûr, on transmet des connaissances, mais on met les personnes en situation. Et très vite, finalement, je trouve, hein, avec le recul que j'en ai, que la personne, très vite, elle se rend compte, en fait, qu'elle sait faire. On a souvent, tu vois, des a priori. Les troubles psychiques font peur encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a cette volonté de déstigmatiser aussi. Et finalement, quand on suit la méthode qui a été posée, en plus, voilà, aérer peut se faire, on n'est pas obligé de suivre toutes les étapes comme on peut la voir en SST dans le protocole d'action. Là, on le fait vraiment suivant la situation, suivant comment soi-même aussi on se sent en tant que secouriste pour intervenir auprès de l'autre, quand on n'est pas en situation de crise, bien sûr. Et du coup, les personnes se rendent vite compte, en fait, qu'elles savent faire, mais que souvent, ce qui pose, en fait, problème, c'est la peur qu'on peut avoir d'aller rencontrer l'autre quand on ne sait pas. Et du coup, c'est aussi pour ça que je trouve que PSSM est intéressant après quand on le dispense, par exemple, aussi en entreprise, parce qu'on vient travailler avec ce programme-là, certes, la santé mentale et les troubles psychiques, mais on vient aussi travailler quelque chose, je trouve, de crucial
en entreprise qui est la communication et comment je rentre en contact avec l'autre, en fait. Voilà. Super. Et du coup, tu nous dis là, donc tu nous parles effectivement de cette formation qui est accessible visiblement pour tout un chacun, puisqu'il n'y a pas de Ouais. prérequis nécessaires. Non. Tu parles de clients en entreprise, de clients aussi, j'imagine, peut-être plus de personnes qui ont envie, comme être secouriste. Ça peut effectivement s'apprendre. Qu'est-ce que tu proposes en termes de formation? Tu te déplaces dans les entreprises? Tu le proposes Ouais. directement aussi en intra? Comment ça se Ouais. passe Alors, on le pour... fait en intra, en inter. Alors, voilà, moi, je suis formatrice. Donc, en fait, j'ai moi-même suivi les 2 jours, hein, c'est-à-dire que je suis avant tout une secouriste. Et après, j'ai fait le choix, en fait, de me former pour dispenser ces 2 jours-là. Donc, en fait, j'ai une accréditation qui est détenue par PSSM France. Hein, c'est une association qui a été créée et qui détient en fait les droits. Enfin, quand on suit cette formation, on a un manuel qui est obligatoire. Voilà, tout ça appartient à PSSM. Le contenu en fait que moi je dispense, tous les formateurs qui sont accrédités ont le même contenu. Donc, c'est pas une formation, si tu veux, à la carte. C'est-à-dire, on suit tous un même déroulé parce qu'à l'issue, les personnes vont avoir leur attestation de secouriste. Donc, il faut bien qu'elles soient toutes formées en passant par les mêmes étapes. Après, voilà, chaque formateur est ce qu'il est et heureusement, donc voilà, on y va aussi après je dirais, de notre propre vécu, des témoignages qui peuvent être plus colorés suivant d'où vient le formateur. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on suive tous le même protocole. Et du coup, après, effectivement, suivant aussi la couleur du formateur, moi, c'est vrai que j'ai une couleur entreprise qui est très forte. Donc, du coup, voilà, je vais intervenir en entreprise. Mais pas uniquement, tu vois, là, j'interviens beaucoup. Alors, comme je suis formatrice, mais que j'ai pas, là, ça va peut-être être un peu technique pour ceux qui nous écoutent, j'en sais rien, mais en tous les cas, j'ai pas d'agrément, moi, organisme de formation. C'est-à-dire que D'accord. quand j'interviens, je suis obligée de passer par un organisme de formation qui va porter mon action. Du coup, voilà, l'INFIP me connaissant et ils me font confiance, donc je travaille beaucoup avec l'INFIP et c'est eux qui me mobilisent. Donc, si les personnes qui nous écoutent sont aussi intéressées, elles peuvent aller sur le site de l'INFIP pour voir les sessions qui sont ouvertes, voire même appeler l'INFIP et puis pourquoi pas demander les sessions que moi je peux porter. Donc, ça, c'est sur la partie inter, mais j'interviens également pour eux en intra. Auprès de leurs clients spécifiques. Donc là, tu vois, je suis beaucoup intervenue ces derniers temps, plutôt dans le milieu socio-éducatif et le milieu du handicap au sein des AT, où j'ai formé des moniteurs. Mais je suis aussi intervenue dans le milieu éducatif puisque l'INSA nous a également fait confiance. Alors là, c'est avec un autre organisme de formation que je travaille qui s'appelle Andy Lyon-Rhône. Et du coup, avec eux, j'interviens auprès de l'INSA. Donc, j'ai eu le service RH de l'INSA, le service médical et puis également les professeurs chez eux, oui, Oui, ça doit enseignants. être prof. Ouais, Enseignants-chercheurs, enseignant-prof. oui, voilà, également en formation. Donc, tu vois, en fait, c'est vraiment... très honnêtement, PSSM, ça peut s'appliquer de partout. Il n'y a pas un milieu où on va se dire « Ah ben non, là, PSSM ne peut pas fonctionner ». Alors, en entreprise, la BNP, je sais, a formé, Manpower a également formé, enfin, tu vois. Donc, on est vraiment, je dirais, tant que l'entreprise, elle a ce souci, en fait, de se dire comment je travaille, en fait, le handicap psychique et comment on peut démystifier le handicap psychique, PSSM, c'est une bonne approche qui, en plus, peut permettre aussi, après, je te dis, aux salariés de se rendre compte que les choses peuvent être gérées simplement, en fait. Voilà. Je Oui, sais c'est pas si... cette simplicité que tu mets en avant, en tout cas, Ouais. quand tu en parles, il y a le côté assez protocole, mais en tout cas, effectivement, avec des trucs. Ça a l'air simple quand on parle, en fait, parce que bon, je te Oui, vois en plus en franchement, visuel. vraiment, moi, je ne suis pas issue, enfin voilà, même si j'ai travaillé pendant plus de 4 ans à l'INFIP, donc du coup, c'est clair que j'ai beaucoup côtoyé le monde de la psychiatrie. Néanmoins, je n'ai pas une formation à la base en psychologie. Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'animer PSSM, bien au contraire. Bon, après, c'est vrai que si on est vraiment très ignorant sur le sujet, la personne, elle se rendra compte de toute façon, comme il faut faire au début le module des 2 jours. Si après on souhaite être formateur, il faut d'abord faire le module des 2 jours. Voilà, elle se rendra bien compte si elle est à l'aise avec le contenu et si elle va pouvoir monter en compétence sur l'animation de ce module. Mais en tous les cas,
moi, les formateurs que je croise, c'est vrai, il y en a qui viennent du milieu du soin, mais pas exclusivement. Pas exclusivement, ouais. Ouais. D'accord, mais c'est ça, ça a l'air d'être effectivement adapté à tout type de public. Et puis j'ai entendu dans ce que tu disais, et ça répond à une question que j'avais, hein, mais c'est comment faire pour effectivement, si on est intéressé en tant que RH, pour former ses équipes, ses managers ou même des coéquipiers, puisque ça a l'air de s'adresser vraiment à tout un chacun. Donc c'est contacter, tu nous conseilles de contacter l'INFIP directement, de voir effectivement les dates qui sont planifiées et pourquoi pas organiser une formation de ce type en intra et voir Ouais, ce qui est possible de faire par la suite. Donc je mettrai bien sûr, hein, le lien de l'INFIP, je mettrai tes ouais. coordonnées aussi au moins LinkedIn pour que Mm. les personnes puissent te suivre aussi si elles le souhaitent. Et Voilà. Et après, oui, mm, enfin, et après, voilà, avec l'INFIP, c'est clair que eux, ils portent aujourd'hui mes actions. C'est pas les mhm, seuls. Je fais mhm. aussi donc avec Andy Lyon. Alors, je vais tous les citer parce qu'après, autrement, ils vont pas Oui, être. Mais je le fais aussi avec Andy Lyon-Rhône, ouais. qui est vraiment très spécialisé aussi sur tout ce qui tourne autour du handicap et la place Mm, du handicap dans l'entreprise. Et puis bah là, bientôt avec l'ISRA, donc, qui est mon école en fait ouais. de sophrologie. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir intervenir parce que je vais avoir en face de moi en fait des sophrologues. Mhm, Et il y a une telle convergence en fait dans la posture que l'on peut avoir entre le secouriste, je dirais, et la posture du sophrologue, que je trouvais ça vraiment très, je trouve ça cohérent et pertinent. Voilà. Après, mm, effectivement, l'entreprise qui souhaite avoir plus d'informations peut, comme tu le dis, passer aussi par mon lien LinkedIn pour avoir plus d'informations et me contacter en mm. direct. Et voilà, après, on voit ensemble quel est finalement l'organisme de formation qui sera le plus adapté aussi pour répondre à leurs besoins. Oui, tout à Voilà. fait. Et Mm. le lien que tu fais entre posture de sophrologue et posture de formatrice, ou alors de secouriste, du coup, justement, Ouais, PSSM, ouais, qu'est-ce que tu ouais. pourrais nous en dire? En fait, je pense que quand on est sophrologue, on est dans la relation à l'autre. C'est la même chose en fait que le secouriste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le secouriste, il est en relation avec quelqu'un euh, où il a perçu chez cette personne quelque chose qui n'est pas normal par rapport à l'habitude. Voilà. Pas normal dans le sens de la normalité, mais où on voit en fait que bah tiens, elle se comporte pas comme habituellement elle se comporte, plutôt triste, exclusion, ou se mettre à avoir des gestes qui pouvaient être associés à des tocs, par exemple. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est dès qu'on perçoit que la personne ne va pas bien, on rentre en contact avec elle. Le sophrologue, en fait, c'est un petit peu, je dirais, la même approche. C'est-à-dire que les personnes qui viennent rencontrer un sophrologue à un moment donné, quand ils viennent nous voir, alors je mets de côté la personne qui veut aller vers la sophrologie, comme j'ai pu le faire pour moi, par exemple, dans une logique d'un parcours long, pour être dans du développement personnel, mais les personnes qu'on reçoit en cabinet, voire même quand on intervient en entreprise, elles viennent nous voir parce qu'elles ont une problématique à un moment donné. Du stress, problème de sommeil, un examen à préparer, un deuil à dépasser, l'annonce d'une maladie grave, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et en fait, ça veut bien dire qu'à un moment donné, chez l'individu, il y a quelque chose, tu vois, qui glisse pas comme ça devrait glisser habituellement. Et c'est nous qui allons rentrer en contact avec lui pour pouvoir voir avec cette personne ce qu'on va pouvoir lui apporter dans l'écoute, dans un premier temps qu'on va lui donner, et surtout le non-jugement, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit le sophrologue comme le secouriste, et c'est ce qu'on apprend vraiment dans la formation, c'est de savoir écouter l'autre sans porter de jugement sur ce qu'il va nous dire. Et c'est exactement aussi la posture qu'a le sophrologue. La personne, lorsqu'elle vient nous rencontrer, on ne juge pas ce qu'elle nous dit et on ne remet pas en question ce qu'elle nous dit. On est là en fait pour accueillir la parole et de voir après comment ensemble on va la travailler. Voilà, donc c'est là où après peut-être nos chemins vont se séparer entre la posture du secouriste et la posture du sophrologue, où on va après avoir un accompagnement qui va être différent. Mais en tous les cas, dans cette rencontre avec l'autre, je trouve qu'il y a une vraie similitude et il y a une approche qui est très cohérente entre les deux. En tous les cas, moi, quand j'ai suivi les 2 jours de formation, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais tout ça, je l'ai déjà appris en fait dans mon parcours de sophrologue, de formation pour être sophrologue. Après, on va apporter des clés de lecture sur justement qu'est-ce que c'est que le handicap psychique. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble anxieux? Qu'est-ce que c'est que la dépression? Sans en faire, et là vraiment j'insiste, des professionnels du soin, mais pour pouvoir décrypter l'autre et voir, il faut bien qu'on ait quand même les grands signes.
La dépression, quels sont les grands signes de la dépression? Les troubles anxieux, quels sont les grands signes? Donc, voilà. Troubles psychotiques, c'est la même chose. Et dans les troubles psychotiques, on va aborder la schizophrénie. Et on sait qu'autour de la schizophrénie, par exemple, il y a beaucoup de mythes et de réalités. Tu vois, et du coup, il y a une grosse partie de comment je démystifie, en fait, toutes les idées reçues qu'on peut avoir. Voilà, en tous les cas, moi, j'arrive facilement, tu vois, à passer de ma posture de sophrologue à ma posture de formatrice PSSM, mais aussi de secouriste, hein, puisque je suis aussi moi-même, j'ai été plusieurs fois en position d'être secouriste et d'intervenir auprès de quelqu'un qui me montrait, alors soit une fois, c'était quelqu'un qui était en situation de crise, hein, qui a fait une attaque panique, donc voilà, et Dieu merci, j'avais eu la formation PSSM. Je ne sais pas si j'aurais su le gérer comme j'ai pu le gérer si je n'avais pas eu cette formation au préalable. Ça donne quand même aussi de l'assurance pour la personne parce que du coup, une fois qu'elle sait comment ça se passe, elle a plus de facilité à rentrer en contact avec l'autre. Tu vois, elle a moins peur de l'autre. Et souvent, on se rend compte que ce qui va poser problème, c'est ça. C'est la peur, en fait, par méconnaissance. Donc, la personne, elle va plutôt faire « j'ai pas vu et je veux pas voir ». C'est par exemple ce qu'on peut, par exemple, en entreprise, les phénomènes d'épuisement jusqu'à l'arrivée au burn-out. Les signes, ils sont envoyés la plupart du temps par les salariés. On voit bien que la personne est en train de glisser. Mais souvent, comme on ne sait pas trop comment aborder le sujet, eh ben, je ne vois pas. Et quand je dis ça, je ne juge pas non plus. Je pense que c'est vraiment un problème, en fait, de connaissance. Et ben, avec PSSM, on apprend à se positionner face à la personne et à pouvoir aborder la thématique. Ouais, super. En tout cas, ça après, quand on en avait parlé la première fois, je trouvais ça super intéressant et je te remercie d'ailleurs d'être aussi clair dans la présentation de ce que c'est, en quoi ça consiste et je trouve ça génial de pouvoir justement démocratiser, en parler et au contraire inciter un maximum de personnes à suivre cette formation-là. Est-ce que c'est une formation qui est éligible au CPF? Est-ce que c'est plutôt des financements entreprises, des financements personnels? Qu'est-ce que tu vois, toi, de ton côté en termes Alors de prise en aujourd'hui, charge? on a les deux. Il y a du financement entreprise et du financement personnel, sur deniers personnels. Pour l'instant, ce n'est pas une formation. Les 2 jours ne sont pas éligibles au CPF, mais il y a une volonté de PSSM France de militer sur le sujet. En tous les cas, les PSSM, il y a eu les assises de la psychiatrie là, le 27 et 28 septembre dernier. Le ministère de la Santé a reconnu encore une fois la place de PSSM avec une volonté qui est plus de 60 000 personnes qui soient formées secouristes en santé mentale d'ici 2023. On a fêté nos 10 000 secouristes il y a quelques semaines. Donc voilà, donc on sent qu'il y a je dirais, l'État et le ministère de la Santé s'emparent aussi de PSSM et voient ça comme une action prioritaire dans les actions de prévention en santé mentale. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on s'inscrit. Donc, c'est plutôt un signe très positif. Donc, du coup, je me dis, on espère que dans le futur, effectivement, ces 2 jours pourront être pris en charge par un CPF. Après, il y a une volonté forte de PSSM et je pense que tous les formateurs, on s'aligne là-dessus. C'est-à-dire que, comment dire, on ne fait pas cette formation PSSM pour gagner de l'argent. Alors, moi, je suis payée, hein, je ne veux pas dire que je ne suis pas payée. Pour l'instant, je fais pas. Je sais que j'ai des formateurs, je connais des formateurs qui, dans leur groupe, insèrent des personnes plutôt dans une logique de bénévolat ou à des tarifs très réduits. En tous les cas, comme on a la volonté, en fait, que le plus grand nombre puisse être formé, du coup, cette formation, elle tourne aux alentours des 300 € les 2 jours de formation. Donc, quand tu compares avec d'autres formations sur le marché, c'est quand même une formation qui n'est pas très chère. Bien sûr. Et ça, c'est une vraie volonté. C'est-à-dire que nous, formateurs, quand on la commercialise en direct, on respecte aussi cette charte de déontologie qu'on a entre nous parce qu'on a la volonté qu'elle soit le plus déployée Plus accessible possible. le plus accessible possible au plus grand nombre. Voilà. Super. Super. En tout cas, j'espère que ça donnera envie aux auditeurs et auditrices de s'inscrire, de se renseigner et de former aussi, pourquoi pas leurs équipes et se former elles-mêmes. Et puis alors, j'ai oublié un organisme de formation et je vais me faire disputer qui s'appelle Decima Formation, qui est spécialisé en géronto et eux aussi, ils me font confiance sur le sujet. Et du coup, d'ailleurs, avec eux, je vais avoir 2 super groupes. Là, je vais former les personnes du CAS de Saint-Priest. Donc, tu vois, là aussi, on va dans un autre environnement.
Et voilà, je trouve que c'est aussi, voilà, c'est aussi intéressant de voir que ce public-là aussi vient se former au premier secours. Oui, tout à fait. Mais il y a effectivement un public qui est à la fois très large, au-delà de tout ce que tu nous as dit, enfin, ça touche tout un Mm. chacun et ça peut être même dans son quotidien, même dans sa vie perso, pro, amicale, Ah ben, enfin, il c'est peut ça, y en avoir fait, voilà, même l'entreprise, enfin, tu vois, quand j'ai en face de moi des personnes où l'action est mandatée par une entreprise, donc sur une logique d'intra, très vite, ils se rendent compte qu'en fait, la posture qu'ils vont développer de secouriste, certes, ils peuvent la mettre en pratique dans l'entreprise, mais dans leur vie perso, dans leur vie amicale, dans leur… Enfin, tu vois, en fait, après, tu as une posture de secouriste. Et je dirais, du moment que tu es toi-même disponible pour cette rencontre avec l'autre, parce que nous, on ne touche pas du vital, donc il n'y a jamais d'urgence vitale dans les premiers secours en santé mentale. Quand on n'est pas en situation de crise, il n'y a jamais d'urgence vitale. Donc, du coup, voilà, on insiste aussi beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut que le secouriste, il soit disponible à l'autre pour rencontrer l'autre. Parce que cette écoute active qu'on va devoir avoir dans cette rencontre, elle prend beaucoup d'énergie. Donc, si toi-même, tu n'es pas disponible parce qu'il il est 17h et que tu dois aller chercher tes enfants, c'est peut-être pas ce jour-là que tu vas entamer la conversation, par exemple, avec ton collègue de travail que tu vois qui va pas très bien depuis quelque temps. Tu vois, voilà. Et Oui, c'est après, c'est trouver le meilleur moment pour, voilà, c'est des 2 aussi ce qui est côtés. intéressant dans cette approche-là. Parce que comme on ne touche pas du vital hors situation de crise, où là, on va devoir assister, quand on n'est pas en crise, l'entretien peut toujours être remis ultérieurement pour qu'on trouve le cadre, le bon moment pour que cette rencontre avec l'autre puisse se faire. OK, super. En tout cas, j'espère que ça donnera envie à Ben, même des j'espère. responsables RH, hein, tu vois? Enfin, je me dis dans des cursus RH pour avoir encore, la responsabilité de quelques classes là en MBA des RH, je me dis que c'est des modules qui pourraient être complètement inscrits dans de la formation. Parce que quand on touche, aux ressources humaines, forcément on côtoie tous les jours, des personnes et on est généralement aussi bien placé pour pouvoir, orienter, accompagner, en toute confidentialité aussi bien sûr, ces personnes-là donc voilà, ça peut Ouais, être puis aussi, tu vois, pour avoir moi quand même porté pendant plus de 15 ans la mission handicap et compétences aussi chez ADECO, ouais. euh, là on parle du handicap psychique. Donc, quelle entreprise aujourd'hui et quel cursus RH ne va pas à un moment donné parler du handicap et parler du handicap du coup psychique qui est celui souvent qui peut faire le plus peur en fait à l'entreprise. Et du coup, je trouve que passer par ces 2 jours-là, ça vraiment ça démystifie et on se rend compte finalement qu'on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Enfin, tu vois, je trouve que ça peut être aussi dans une politique QVT ou une politique RSE d'une entreprise. Je trouve que ce module, il a vraiment sa place. Oui, il a tout Voilà. son sens, hein, mais je partage complètement Ouais. avec toi, je suis tout à fait d'accord et puis tu faisais le lien, alors après je vais faire le lien sur les questions que je pose habituellement sur le podcast parce que le temps tourne et c'est passionnant et j'adore t'écouter, parler de tout ça, mais je pense qu'on a déjà donné au moins des premières billes pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin et puis je sais que tu es très très ouverte aussi à la discussion, à échanger s'il y a des personnes qui ont envie d'en savoir plus et tu parlais de développement personnel tout à l'heure, et il y a une question que j'aime bien poser dans le podcast, c'est qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi? Alors toi qui as fait de la sophro et qui est très orienté dev perso, qu'est-ce que tu mets derrière cette notion Ouais. d'alignement? Alors, l'alignement, je dirais qu'aujourd'hui, avec mon regard de sophrologue, enfin, la sophrologie m'a permis de revoir ce que voulait vraiment dire le fait d'être aligné, en fait. Voilà. L'alignement, je dirais, c'est cette notion d'ici et maintenant, c'est-à-dire c'est être présent aussi à ce que l'on fait au quotidien, alors qu'on se rencontre. Hein, et dernièrement, tu vois, j'ai animé dans une structure, les personnes, elles ne sont jamais vraiment là. Tu vois, c'est-à-dire que tu as ton corps qui est là, mais la tête, elle est déjà 3 jours après ou dans la tâche d'après, mais jamais vraiment. Donc, euh, c'est ça. En fait, être aligné, d'abord, ça passe par ça. C'est-à-dire, c'est le corps et la tête qui sont alignés. Et on est aligné dans la conscience d'être aligné. C'est-à-dire, je suis bien là maintenant, voilà, je suis bien là maintenant avec toi, Cécile, pour réaliser ce podcast. Ma tête, elle est avec toi et je dirais, mon corps aussi, il est avec toi. Je ne suis pas en train de me dire, oh là là, le temps tourne, il faut que je fasse après autre chose. Enfin voilà, je suis là maintenant avec toi et je pense qu'on gagne en plus en concentration quand on arrive à développer en fait Mmh. cette posture-là. Après, c'est être aligné, c'est aussi…
Bah, c'est pareil, en fait, puisque l'alignement parle de la tête et du corps, c'est être aligné aussi avec son cœur et avec sa tête, c'est-à-dire avec les idées et les pensées que l'on a, la façon qu'on a de voir le monde, avec comment on va porter nos valeurs et notre positionnement dans la cité, dans le sens grec du terme. Enfin, tu vois, comment on prend posture aussi, comment on prend place et être aligné, c'est ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, au quotidien, dans ce que je réalise professionnellement, ben, je suis en phase avec mes valeurs. Voilà. Et pour moi, c'est ça, être aligné. Ok. Voilà. Tu l'as fait, mais c'est le geste tête, cœur, corps, alignement Ouais. avec le côté visuel et puis du coup être aligné avec tes valeurs et le moment présent, la Mm, pleine conscience du coup de ce qui est en train de mm, se passer, de mm, se vivre mm. pour pouvoir profiter pleinement du moment et être plus concentré, comme tu l'as dit. C'est Tout à fait. effectivement Ouais. très vrai. Ok, Mm, super. Il y a, il y a aussi une notion, parce qu'on s'est rencontrés grâce à Hervé, et puis du coup, on s'est rendu compte qu'on avait aussi Aurélien, d'ailleurs, que j'ai aussi interviewé oui, sur le podcast. Coucou Aurélien. oui. Euh, Coucou Aurélien. et du coup, finalement, le réseau, il y a la théorie des 6 poignées de main et de se dire que finalement, on n'est pas si éloigné que ça, que de la personne dont on a peut-être besoin à l'instant T. Comment est-ce que toi, tu entretiens ton réseau? Qu'est-ce que ça signifie, réseau pour toi? Alors là, je ne sais pas si je suis très, très forte en fait sur l'entretien de mon réseau. Enfin, en fait, je me suis dit ça quand j'ai vu comment toi, tu pratiquais sur le sujet. J'ai un petit peu de mal, je dirais, à répondre à cette question. Alors, je ne dis pas que j'ai un réseau, hein. Je pense que déjà, voilà, il faut peut-être déjà se rendre compte qu'on a tous un réseau finalement. Ouais. Déjà, hein, c'est peut-être passer par là. Prendre Première conscience étape. qu'on a tous un réseau. Parce que finalement, bah, c'est quand on sort, tu vois, par exemple, moi, quand j'ai quitté Adecco après 15 ans, j'avais l'impression que je me retrouvais toute seule au milieu de la ville, si tu veux, parce que j'avais quitté une grande entreprise et il m'a fallu quelques temps quand même pour me rendre compte qu'en fait, bah, ce qui est magique avec cette super belle grande entreprise, c'est que bah, c'est une entreprise aussi qui vit, donc ça rentre, ça sort, et du coup, c'est une force de réseau, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'il suffit de recontacter les anciens collègues pour se rendre compte qu'ils sont dans telle entreprise, enfin, tu vois, donc, moi, en fait, c'est comme ça que j'anime mon réseau. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir travaillé avec des personnes avec qui, ben, ma foi, ça s'est toujours bien passé. Et j'ai spontanément, enfin voilà, reprends contact avec eux. Et puis, faire vivre aussi un réseau, c'est aussi savoir renvoyer la balle. Tu vois, c'est-à-dire qu'il Ouais. faut que ça aille dans les deux sens. Si tu es tout le temps en train d'interpeller ton réseau uniquement parce que tu as besoin de quelque chose à un moment donné et que toi-même, tu renvoies pas en fait la balle quand les autres ont aussi besoin, bah, au bout d'un moment, de toute façon, tu es très vite éjecté du réseau. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, mais en Mhm. tous les cas, je pense que mon réseau, il s'appuie vraiment déjà bah, sur toute mon expérience professionnelle et toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle, parce que j'ai été aussi pendant très longtemps quand même voilà, sur des postures plutôt commerciales. Donc, je sais aussi ce que c'est que conserver des cartes de visite, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et Bien je sûr. dirais que bah, c'est comme ça que je réactive quand j'ai besoin. Après, bien sûr, il y a LinkedIn, après, bien sûr, il y a Facebook, après. Mais finalement, alors je suis peut-être un peu de la vieille école, moi, j'en sais rien, mais oui, je suis présente sur tous ces réseaux, mais j'aime quand même bien rencontrer les personnes en vrai, enfin, tu Mhm. vois, et de voir comment elles ont évolué, comment elles bougent, enfin, qu'est-ce qu'elles deviennent, voilà, enfin, comment j'entretiens mon réseau comme ça. Même, tu vois, finalement, je me dis, Décima Formation aujourd'hui qui me fait confiance et avec qui je fais PSSM, quand je suis devenue formatrice, c'est le premier organisme qui m'a fait confiance. Et en fait, c'était mon ancienne cliente quand j'étais à l'INFIP. On avait monté ensemble un partenariat. Donc, tu vois, ça, c'est bien du réseau. C'est-à-dire, tu Mhm. retournes vers des personnes finalement auprès de qui tu as travaillé. Parce que c'est ça aussi le réseau au début, je trouve, pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une espèce de… Enfin, quand tu es sur ton réseau, ta légitimité, quelque part, elle est déjà installée. Les gens, ils te connaissent quand même, tu vois. Oui. Donc, du coup, c'est plus facile aussi d'abord pour toi de reprendre contact. Et puis, voilà, on te connaît. Donc, après, tu peux expliquer que bah, tu as changé, mais en tous les cas, ils te connaissent et ils sont peut-être plus enclins à te faire confiance et à te mettre en contact avec d'autres personnes. Et puis, je crois que c'est aussi oser, parce Ouais. que des fois, c'est ce qui peut nous bloquer. Oser, finalement, rappeler quelqu'un, prendre des nouvelles. Voilà, je pense que des fois, on s'auto-bride sur le développement de notre réseau. C'est s'autoriser à et puis prendre contact, retrouver quelqu'un. Ça me fait penser, là,
retrouvé sur LinkedIn complètement de manière improbable, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 15 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Et on s'est calé un déjeuner la semaine Mm, dernière. C'était très, mm. très sympa. Laurence, si tu nous écoutes, petit coucou. Et du coup, c'était très drôle parce qu'on a chacune évolué dans des environnements très différents. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des croisées de chemin qui peuvent se faire. Mm, mm, Et c'est chouette. Effectivement, mm. ça illustre très bien ce côté réseau que tu décris. Super. Et est-ce qu'il y a un livre, alors un ou des livres hein, d'ailleurs, parce que j'ai des personnes qui en donnent plusieurs, du moment, des livres que tu aimes lire ou que tu es en train de découvrir et que tu souhaiterais partager avec nous, qui te semblent intéressants? Alors, écoute, moi là, le dernier livre que j'ai lu qui m'a bouleversée, en fait, et du coup, tu vois, comme on avait quand même préparé, parce que nous sommes des professionnels toutes les deux, Tout à fait. c'est cet entretien, tu vois, je me suis dit de quel livre je vais leur parler. Et en fait, il est venu spontanément, ça s'appelle Les Impatientes. Je ne sais pas si tu l'as lu, Ah, de Djelali Amadou Amal. alors Euh, ça me parle, je ne l'ai pas lu, mais on m'en a En parlé. fait, Ok. il a eu le prix Renaudot du lycée Ah oui, ouais. il y a Mm. 2 ans. Donc moi, j'en avais entendu parler quand elle avait reçu ce prix, en fait. Et là, je l'ai acheté. Enfin, non, pour tout te dire, c'est ma meilleure amie qui l'a acheté. Et je l'ai vu chez elle, je l'ai piqué, je lui ai dit, je veux le lire. Donc voilà, enfin, je l'ai piqué, mais je lui ai rendu. Mais je vais me l'acheter, du coup. Il m'a bouleversée. C'est un livre qui est... Oh. c'est un témoignage, en fait. C'est l'histoire de 2 sœurs. Donc, on est au cœur du Mali. Donc, il y a aussi de l'ethnoculturel, tu vois, là-dedans. Et moi, j'adore Ouais, cette tout ce dimension, qui ouais. tourne autour, voilà, cette dimension culturelle, la culture qui est différente de la mienne et comment ça se passe chez l'autre. Parce que je pense que c'est aussi ça, hein, vouloir comprendre l'autre, il faut aussi accepter qu'il puisse avoir un cadre de référence qui soit différent du nôtre. Ce livre, il est poignant, il se lit. Moi, je l'ai lu, je crois, en 3 heures. Tu te mets dedans Mm. et tu n'arrives pas à sortir. Et il a plein d'échos aussi avec la santé mentale, puisqu'on voit la vie de ces 2 jeunes filles qui sont mariées de force, hein, parce que voilà, Mm. la tradition est dans ce sens-là. Vraiment, ouais, j'invite les gens à le lire. C'est un très, très beau livre. Et qui, nous, femmes, nous dit, mais mon Dieu, mais quelle chance nous avons de vivre peut-être en France. Mm. Voilà. D'être actrice peut-être plus de nos choix de vie professionnelle. Enfin voilà, enfin moi j'ai adoré ce livre, vraiment je le recommande. C'est un très très beau livre. Super. Et puis peut-être un autre si j'ai encore le temps. Bah, bien sûr, C'est oui. le dernier de Mathieu Ricard en fait. Alors là D'accord. j'ai tout juste commencé. Moi j'adore Mathieu Ricard. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui fait partie des personnes éclairantes que voilà que alors je connais pas personnellement, hein, mais j'ai l'impression de le connaître parce que je suis ses conférences, je lis tous ses livres. Voilà. Et là, son dernier livre qui tourne autour de ses mémoires, en fait, ouais, cet homme est inspirant, en fait. Et je pense qu'on a besoin de figures inspirantes, Mm. des fois, pour sortir, tu vois, des situations un peu anxiogènes là, qu'on vit au quotidien, du côté un peu pessimiste qu'on peut avoir aussi. Mathieu, ouais, il est inspirant. Enfin, il dit les choses simplement. Alors, bien sûr, c'est très, très, très ancré dans sa religion bouddhiste, hein, mais voilà, moi je trouve que c'est une très belle personne et il me donne envie de me dépasser en fait. Voilà, dans cette notion aussi du don de soi. Et voilà, tu vois, quand j'ai fait le choix d'être formatrice aussi, hein, euh, en toute modestie, je pense que j'ai plein de compétences, j'aurais pu faire plein de Mhm. choses. À un moment donné, j'étais vers PSSM. PSSM aujourd'hui occupe beaucoup de mon temps de formatrice, mais en même temps, j'ai l'impression que je suis alignée quand je fais ça. Mm. Et ouais, je donne aussi, je donne beaucoup en fait quand j'anime PSSM et ça me plaît énormément. Super. Voilà. En tout cas, quand on parle, c'est effectivement, tu es animé, passionné et aligné, je confirme. Mm. En tout cas, en ressenti, c'est très clair. C'est très clair. Bon, Mm. super, en tout cas, mais écoute, le temps passe vite et file vite. Est-ce qu'il y a un sujet qui te Ouais. semblerait intéressant, pertinent, dont on pourrait parler alors avec toi ou avec d'autres personnes hein, sur le podcast, dans la continuité de notre échange ou par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Un thème qui te semblerait pertinent d'aborder prochainement? Qu'est-ce qui serait pertinent de pouvoir aborder moi, j'ai vraiment, enfin, tu vois, cette place de ce qu'on appelle le capital humain, tu vois. Mm. Moi, je trouve que ces 2 mots, des fois, ils sont antinomiques. Alors, si Hervé était avec nous, il aurait peut-être une autre lecture et ça serait Mm. intéressant d'écouter quelqu'un qui a peut-être une formation plus financière que moi sur l'association de ces 2 mots. Mais voilà, tu vois, la place de l'être humain aujourd'hui dans Mm. l'entreprise.
comment on lui redonne sa place. Et en même temps, tu as l'impression que c'est un petit peu un terrain glissant où tout le monde a envie de faire ça, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Voilà, donc Mmh. ouais, moi je crois que ça m'intéresserait d'écouter, tu vois, d'autres personnes sur ce sujet-là. Comment on redonne la place à l'être humain dans l'entreprise aujourd'hui? Qu'est-ce Ouais. qui peut favoriser cette place-là? Comment on reconnaît la spécificité de Mmh. l'être humain dans l'entreprise? OK, super. Bah, écoute, je Mm. vais œuvrer pour trouver, d'autres témoignages et d'autres interviews et je voulais vraiment te remercier de ce temps-là, qu'on a pu passer ensemble, Christine. C'était, super. Comme d'habitude, j'ai pas vu le temps passer Ouais, ben moi je aussi, suis dis donc, je suis en train de me persuadée dire. que nos auditeurs aussi, pourront en profiter. Je vais te mettrai bien sûr, hein, le lien de ton LinkedIn, tous les centres de formation dont on a parlé, bien sûr aussi les 2 ouvrages dont tu nous as parlé et puis, bah, après s'il y a d'autres personnes qui souhaitent, se rapprocher de toi, qui puissent te faire un petit coucou sur les réseaux, Tout à fait. Ouais. pour que les discussions puissent continuer. En tout cas, mille merci à toi pour ta Eh disponibilité, pour ben, ton authenticité et ton alignement. merci à toi aussi, Cécile, pour ce temps de parole. C'est important aussi de pouvoir prendre la parole. Donc, vraiment, un sincère merci. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.